Donc, Céline, tu me reçois à ton cabinet. Là, on est à Bordeaux, Oui. Chez toi, à ton cabinet. Oui. Donc, je t'ai contacté parce que tu es donc sexologue. Oui. Tu exerces, donc tu accompagnes des femmes qui sont atteintes d'endométriose, Oui. mais pas que. Oui. Tu as un public aussi un peu plus large. Oui. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est comment tu en es venue à la sexologie et à proposer finalement tes accompagnements de sexothérapie. Alors, bonjour Gaëtan, bienvenue Ouais. à Bordeaux. Je suis ravie que tu m'aies contactée pour qu'on échange à ce sujet. Ouais. J'ai une double casquette en fait. Je suis à la fois patiente, c'est-à-dire femme atteinte d'endométriose. Et à la fois, effectivement, je propose d'accompagner des femmes atteintes d'endométriose, mais pas que, comme tu l'as souligné aussi, dans ce travail aussi d'acceptation de ce qui peut toucher au niveau de leur intimité et donc aussi l'impact que ça peut avoir dans leur sexualité, que ce soit personnel ou en couple quand les personnes sont en couple. Ouais. Et donc, j'en suis venue à la sexologie et notamment à l'accompagnement de ces femmes parce que justement je me suis rendu compte que lors de la prise en charge médicale de ces femmes, on abordait très peu l'impact sur la sexualité. En général, on va poser la question, est-ce que vous avez des douleurs lors des rapports? Donc, lors des rapports sexuels, c'est-à-dire avec un coït, avec une pénétration. Mais on ne va pas plus loin. C'est-à-dire que pour eux, c'est un symptôme uniquement. Ouais. Mais on ne va pas proposer une prise en charge justement de cet aspect-là. Ouais, c'est souvent un symptôme qui nous permet peut-être d'identifier une lésion sur le ligament hétérosacré. Voilà, notamment le cul-de-sac de Douglas aussi. Effectivement, donc ça permet d'identifier les lésions potentielles, mais du coup, il n'y a pas de travail d'accompagnement sur l'aspect psychologique ou psycho-émotionnel de ces douleurs-là et de ce que ça aussi implique en termes de rapport à son corps, à son intimité et éventuellement quand on est en couple aussi, les répercussions qu'il peut y avoir dans le couple. Ouais, ok, d'accord. Donc tu y es venu, alors pas forcément par l'aspect personnel puisque tu n'étais pas concerné par les dyspareunies. C'est ça, oui. Ok. En tout cas, c'est par un constat finalement. Oui, par un constat où il n'y avait pas de cette prise en charge spécifique. Ouais. Je vais prendre un autre exemple aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose, pas toutes, mais qui aussi va provoquer une infertilité, donc qui sont prises en charge dans des parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, qui peuvent être plus ou moins lourdes, avec des inséminations artificielles, fécondation in vitro, etc. Donc on parle ici de médecine reproductive, on va chercher justement à rendre fertile la personne, et puis l'objectif c'est le bébé. Mais on va très peu parler de ce qui est normalement l'essence de la reproduction, c'est-à-dire effectivement des rapports sexuels, des rapports intimes dans le couple. Et donc on va vraiment laisser de côté l'aspect érotique et récréatif de la sexualité au profit d'une sexualité uniquement utile et reproductive. Entre guillemets, et des couples qui sont dans des parcours pendant des mois, des années, ça peut réellement avoir un impact à très long terme sur leur sexualité, y compris après les parcours PMA, une fois qu'il y a des enfants, etc. Donc voilà, cette prise en charge, elle est vraiment importante aussi à tous les niveaux. Que ce soit avant, après et au-delà, en effet, de l'aspect utile de rendre fertile. Oui, c'est ça. Il y a ça. Ok, super. Donc, du coup, tes services de sexologue, c'est ça, sexologue. Donc, ça s'adresse, on entend du coup aux femmes atteintes d'endométriose qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels. Au-delà de ce public ou de cette problématique-là, du coup, est-ce qu'il y a, dans tes accompagnements, d'autres personnes, d'autres publics qui peuvent... Oui, du coup, je reçois des hommes aussi, donc avec... on va dire les plaintes sexuelles classiques de perte d'érection, éjaculation précoce, baisse de libido. Donc des hommes en individuel ou en couple. Des femmes aussi qui vont venir pour autre chose que par exemple la pathologie comme l'endométriose, mais ça peut être aussi baisse de libido, baisse de désir, ou
discordance dans le couple aussi. Donc je suis aussi thérapeute de couple. D'accord. Donc parfois, et bien souvent même, les personnes viennent me voir pour a priori un motif d'ordre sexuel ou qui va toucher leur intimité, leur sexualité. Mais en fait, moi je déroule la pelote avec eux lors des rendez-vous et bien souvent en fait l'origine elle est différente. Et donc c'est le motif d'ordre intime qui va les pousser à venir consulter. Et en fait, on va prendre des chemins qui vont s'écarter justement de l'intimité et de la sexualité. En fait, la sexualité, ça va être le symptôme d'autre chose. Ouais. Voilà. Okay. Et donc, on va travailler en couple ou en individuel, ou les deux, sur les autres aspects pour essayer ensuite d'améliorer effectivement, in fine, l'intimité et la sexualité, de répondre à leurs attentes à ce niveau-là. Mais avant ça, il y a tout un travail de déconstruction souvent à faire pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Ok. Et dans ces situations, du coup, ce qui peut se passer, c'est que tu vois un des deux dans le couple, en fait, et puis à un moment donné, est-ce que du coup tu vois l'autre finalement, même si... Oui, tout à fait. C'était pas prévu quoi, à la base. C'était pas prévu à la base. Souvent la personne se dit, bah, c'est mon problème, je viens individuellement, et puis en général, je leur propose au bout de 2 ou 3 séances d'intégrer le conjoint, quand il y a un conjoint, ou conjointe, un accompagnant, voilà, de venir aussi en séance, soit de couple, soit aussi de le recevoir en individuel. Et bien souvent, c'est ce qui va permettre voilà, les deux, du coup, c'était la question, en effet. Tu peux recevoir les deux en même temps ou individuellement. Et j'en reviens à l'endométriose, c'est important aussi que le partenaire soit justement inclus dans la prise en charge, alors pas systématiquement à tous les rendez-vous, mais au moins pour qu'il se sente concerné aussi par la pathologie en tant que partenaire, le rassurer peut-être s'il y a besoin ou lui donner des informations nécessaires et puis pour qu'il accompagne au mieux justement sa partenaire atteinte d'endométriose. Donc c'est important aussi de ne pas exclure le partenaire quand il existe. Ouais, qu'il prenne part à ça, quoi. À cette démarche en fait. Parce que oui, c'est vrai que moi dans les retours que j'ai, il y a beaucoup de couples finalement qui se séparent en fait aussi. Alors c'est difficile d'identifier, est-ce que c'est dû à la maladie, est-ce que c'est dû à la maladie plus autre chose, difficile à dire, mais en tout cas sur la proportion de femmes que j'accompagne, j'en vois beaucoup qui, en effet dans le couple c'est difficile et puis en effet il y a des séparations quoi. Oui, donc, tout à fait. J'imagine que voilà, tes accompagnements participent aussi à prévenir. À prévenir et souder, retrouver une complicité. C'est ça. Voilà, il y a certainement de cet ordre-là aussi. C'est ça. Ça va être aussi de dédramatiser, de trouver des solutions pour justement recréer un univers érotique dans le couple qui ne soit pas nécessairement de l'ordre du rapport sexuel classique comme on l'entend. Ça va être déconstruire justement les sexualités des uns et des autres pour retrouver, en fait, trouver d'autres moyens de prendre du plaisir. On va travailler plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Donc voilà, et puis sortir aussi du champ de la sexualité sur aussi une bonne communication dans le couple, exprimer ses besoins, etc. Donc il y a tout ce travail-là qui va être bénéfique. C'est vraiment très global. Du coup, donc est-ce qu'il y a dans tes accompagnements de séance en fait, des techniques en particulier? Est-ce que tu travailles avec la respiration? Est-ce qu'il y a donc, du coup, tu parles de communication aussi. Est-ce que tu peux préciser un peu si tu as des approches tu vois, que tu utilises en particulier? Oui, alors la sexologie, déjà, c'est une discipline qui est vraiment interdisciplinaire parce qu'on va faire appel à la sociologie, l'anthropologie, la psychologie et puis pas mal d'outils aussi issus par exemple de la sophrologie, du yoga, de la méditation, la communication non violente. Donc tout ça, ce sont des outils qu'on peut utiliser. Alors chaque sexologue, chaque thérapeute de couple va un peu avoir ses préférences suivant avec ce avec quoi il va être plus à l'aise aussi à pouvoir transmettre. Donc moi, je n'ai pas de protocole préétabli pour chaque cause pour laquelle on vient me voir. Par contre, je propose des choses. En général 2 ou 3, pour que les personnes en face puissent avoir le choix. Voilà. Et donc de ne pas imposer quelque chose, mais de proposer, d'être dans la proposition. Voilà. Et ils voient si ça leur parle. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Super. Donc tu as une boîte à outils. C'est ça. Tu proposes des outils. Exactement. Des choses. Ok. Super. Donc
accompagnement. Là, on a fait le tour. Donc, tu as un parcours personnel, on l'évoquait juste avant aussi. Enfin, avant en off, du coup, avant la vidéo. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, déjà du diagnostic. Oui. Et donc ça en premier temps. Oui. Et après, si tu veux également parler en effet de ce qui est difficile en fait pour toi actuellement et depuis quelques années avec voilà, cette réflexion autour de l'hystérectomie ou pas. Voilà. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, tout à fait. Ça a commencé lors de mes premières règles, je devais avoir 13-14 ans, où elles ont duré 15 jours. Donc ça a été très long, très pénible, très douloureux. Donc ma maman m'a amenée chez sa gynéco. Et de suite, du coup, j'ai eu un traitement pour arrêter les règles, mais on n'a pas investigué sur la cause. On m'a dit aussi que parfois les premières règles pouvaient effectivement être très abondantes, fallait que ça se mette en place, etc. Ouais. Finalement, j'ai été mise très rapidement sous contraception. Donc après, j'avais des règles, mais des fausses règles. Je n'avais plus de cycle naturel. Mais malgré la contraception que j'ai prise assez rapidement, j'avais très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, des règles abondantes, ça c'était tout le temps, mais douloureuses et surtout avec d'autres symptômes, type diarrhée, vomissement, malaise, etc. Et quand j'en parlais au médecin, il me disait que j'avais la gastro certainement en même temps que mes règles ou que j'avais une intoxication alimentaire. Mais voilà, lié, quoi. Voilà, il n'y avait pas de lien. C'était pas de bol, mais il n'y avait pas de lien. Bon, c'est resté comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'arrête la contraception parce qu'avec mon conjoint, on voulait donc un enfant. Donc c'était la veille de mes 30 ans, quoi, on va dire, fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et en fait, j'ai changé de gynéco et donc ce gynéco-là, il m'a refait toute une batterie d'examens, puis il a été très précis dans ses questions sur mes antécédents médicaux, etc. Et donc là, j'ai commencé quand même à avoir une prise en charge. J'ai eu l'impression un peu plus sérieuse, entre guillemets, sur les symptômes que j'avais. Il s'est avéré que j'avais une ovulation un peu paresseuse et donc du coup de suite il m'avait mis sous traitement pour stimuler un petit peu, sauf que j'ai fait des kystes, donc j'ai surréagi au traitement. On a déménagé à Bordeaux entre temps, donc j'ai eu de nouveau un nouveau gynécologue ici et pour la prise en charge justement de ces kystes, j'ai eu un examen médical et il a soupçonné de suite l'endométriose. Le nom, je ne l'avais jamais entendu parler jusqu'à ce jour-là, où il me dit je sens justement au niveau du cul-de-sac de Douglas que vous auriez peut-être des atteintes ou voilà. Donc très rapidement on a programmé une cœlioscopie pour à la base retirer le kyste et puis au final il a retiré d'autres choses. Des nodules et des adhérences que j'avais sur les ligaments utérosacrés, sur l'ovaire, effectivement le cul-de-sac de Douglas, la vessie. Donc voilà, donc il y a eu un premier ménage de fait à ce moment-là. Et comme j'avais un objectif, enfin une envie, un désir de grossesse, il y avait toujours cette idée quand même de stimuler l'ovulation. Sauf que voilà, les kystes sont revenus. Donc 10 mois après, je me suis de nouveau fait opérer. Et là, ça a commencé à être un peu difficile psychologiquement. Puis les traitements aussi qui s'en suivent. La ménopause thérapeutique, là, sous injection, le Decaptil, c'est dur à encaisser. Le corps, il switch de femme avec des cycles à femme ménopausée en quelques jours, quoi. Donc avec tous les symptômes qui vont avec. Exactement, les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur, la sécheresse de toutes les muqueuses. Voilà, donc ça a été très grosse fatigue. Enfin voilà, ça a été assez difficile. Et puis finalement, je suis rentrée assez rapidement en parcours PMA. Pour faire des fécondations in vitro, parce que justement la réserve ovarienne diminuait de manière très drastique. En tout cas pour mon âge, elle était déjà extrêmement basse, j'étais à la limite de la préménopause. D'accord. Voilà, donc j'ai eu de la chance, la fécondation in vitro a fonctionné, donc on a eu un bébé. Un beau bébé qui a 8 ans maintenant
Et à l'issue donc de ma grossesse, j'avais pris la décision de ne pas reprendre de traitements hormonaux parce que j'avais l'impression que mon corps saturait complètement de toutes les hormones que j'avais pu prendre durant les 3 précédentes années, entre les stimulations, les FIV, la ménopause, etc. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux alternatives et les prises en charge autres que purement médicales, avec donc l'ostéopathie, la naturopathie, avec la nutrition, l'alimentation, la phytothérapie, la médecine traditionnelle chinoise, donc avec l'acupuncture, etc. Et donc j'ai commencé en fait à tester sur moi ce qui pouvait me convenir. Je me suis rendu compte qu'effectivement l'alimentation, ça jouait un grand rôle dans l'état inflammatoire que cette pathologie provoque. Et donc je l'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais là où je constatais qu'il n'y avait pas d'amélioration, c'était au niveau des règles hémorragiques. Donc j'ai toujours perdu énormément de sang. Je t'ai montré tout à l'heure des photos des caillots de sang et des quantités de sang qui pouvaient sortir de mon corps. Ça devenait très handicapant, invalidant, parce que je ne pouvais pas prévoir à quel moment je saignais, ni dans quelles circonstances et combien de temps ça allait durer. Et j'en suis arrivée à saturation et à me dire que peut-être c'était le moment d'enlever cet organe qui était malade, donc mon utérus, pour moi me libérer de ces symptômes invalidants qui sont les règles, les saignements hémorragiques. Donc du coup, j'ai pris la décision et j'ai rendez-vous avec le chirurgien d'ailleurs demain. L'opération est déjà programmée, mais demain j'en saurai un peu plus sur la méthode chirurgicale et comment va se dérouler l'opération, comment je peux préparer au mieux. Donc ça, j'ai ma naturopathe avec qui on va mettre un plan d'attaque en place pour justement après mieux évacuer par exemple l'anesthésie générale, comment bien préparer le corps pour éviter aussi les œdèmes et les effets secondaires d'une chirurgie. Donc, voilà, donc ce qu'on peut faire en amont et puis après en post-opératoire aussi pour mieux récupérer. Éviter les inconvénients qui peuvent survenir, pas systématiquement j'imagine, mais qui peuvent en tout cas. Et tu me parlais aussi tout à l'heure d'un travail d'acceptation aussi. Tout à fait. Le fait de retirer l'utérus, il y a quand même un impact psychologique et émotionnel qui est extrêmement puissant. L'utérus, c'est l'endroit qui accueille un fœtus quand on le désire. Et pour ma part, il a accueilli mon enfant. Il avait accueilli aussi un autre enfant, mais qui n'est pas resté. Et pour ça, effectivement, je suis reconnaissante d'avoir fait ce travail très correctement. Et du coup, il y a aussi ce deuil aussi de se dire qu'il n'y aura plus de possibilité là d'accueillir une nouvelle grossesse, même si il y a d'autres soucis d'infertilité qui font que. Mais voilà, il y a tout ce travail lié à la maternité. Pas à la féminité, mais vraiment à la maternité, où ça fait 2 ans que je travaille sur ça. Sur ça. Est-ce que, donc, pour revenir du coup sur ton activité professionnelle, donc j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots aussi sur l'association dont tu fais partie, Femmes Endo & Co. Qui, alors, je ne sais pas si elle est active juste sur Bordeaux ou c'est quelque chose de plus large en fait. En fait, donc c'est Chloé qui est la présidente de l'association, qui est donc elle-même atteinte d'endométriose, qui a un parcours extrêmement impressionnant, de multiples chirurgies, traitements en endométriose, qui l'a créée. Et donc, pour l'instant, en fait, c'est une association dématérialisée. En fait, il n'y a pas d'endroit. En fait, tous les ateliers se passent en ligne, tous les accompagnements que l'association propose et les informations se passent en ligne, puisque c'est sorti au moment du Covid aussi, donc on s'est adapté. Donc Chloé a fait appel à différents professionnels, dont moi. Il y a aussi des naturopathes, des ostéopathes, des profs de yoga, réflexologues,
sophrologue, etc. Et on propose donc à tour de rôle des ateliers qui sont pour les femmes atteintes d'endométriose et où on va proposer un accompagnement un peu spécifique à cette pathologie pour leur faire découvrir ces accompagnements-là. Et puis si ça leur parle, après, pourquoi pas qu'elles poursuivent en individuel un accompagnement plus c'est spécifique. Mettre à disposition déjà de la découverte. Exactement. Quelque part. Et des premières ressources aussi. Des ressources qui peuvent se mettre en place pour elles. Et c'est, en l'occurrence, c'est du bénévolat. Comment ça fonctionne? Tout à fait, on est bénévole, donc on prend sur notre temps personnel pour proposer ces ateliers-là. Voilà, donc c'est vraiment... parce qu'on a envie, on est motivé, on a envie d'en faire profiter au plus de personnes possible. Au vu de la recherche, du parcours que toi tu as eu par exemple, de recherche, d'information, c'est aussi faire gagner du temps. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, des femmes qui sont en recherche de ressources, de solutions. Pour aller mieux. Et là, donc aujourd'hui, si je suis une femme atteinte d'endométriose, que je ne suis pas à Bordeaux, donc que je suis en France, à l'étranger, du coup, comment ça se passe si je veux pouvoir profiter de ces ressources? Les ateliers sont gratuits. Voilà, donc il suffit de s'inscrire sur le site de Femmes Endo & Co, de réserver sa place. Le nombre de places étant limité pour que les ateliers soient qualitatifs. Voilà. Et puis, il y a un lien Zoom qui est envoyé et l'atelier se passe sur Zoom. D'accord. Voilà. Donc tout simplement inscription et puis. Tout à fait. Génial. Voilà. Donc ça, je mettrai du coup le lien, je pense, vers le site en dessous. Et pour toi aussi, du coup, te contacter si on souhaite avoir tes accompagnements. Donc, tu es présente. Moi, je t'ai trouvé sur Instagram. Oui, tout à fait. On a commencé sur Instagram à échanger. Mais donc, tu es présente aussi sur Facebook, je crois. Oui. Tu as un site. Je suis référencée aussi sur Google Maps. Donc, effectivement, pour les locaux, en fait, à Bordeaux, c'est assez facile de me trouver parce qu'en plus, il y a très peu de sexologues sur la rive droite, là où je suis basée, donc côté Bastide, et toutes les communes, même aux alentours de la rive droite. Mais je travaille aussi en visio, donc ça m'arrive d'avoir notamment des femmes atteintes d'endométriose qui sont ailleurs, ou des gens qui m'ont vu sur Instagram, mais qui souhaitent un accompagnement avec moi. Même des thérapies de couple, ça m'arrive aussi. Donc je travaille en visio et ça se passe très bien également, de la même manière. Donc je suis dans mon cabinet, les gens sont chez eux, ils se préparent une tasse de thé ou de café. Voilà, ils sont dans leur environnement et en général ça les détend aussi de rester dans leur petit cocon. Ouais, c'est plus rassurant. Et puis ça permet, en effet, s'il y a des femmes qui bien souvent ont des difficultés à se déplacer, il y a des symptômes qui surviennent là dans le déplacement. C'est plus délicat que à distance, on est chez nous, on peut gérer s'il y a un imprévu. Tu vois. Exactement. Et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, beaucoup de personnes qui n'habitent pas des régions où ils ont à disposition aussi des accompagnements spécifiques. Donc effectivement, on ne peut pas faire 1 heure, 1 heure et demie de route pour rencontrer un thérapeute. La visio, ça permet en fait d'enlever cette contrainte-là du transport, qui est en plus pas très agréable quand on est atteinte d'endométriose parce que tous les transports, c'est en général plutôt une épreuve que quelque chose d'agréable. La question de est-ce que je vais avoir des toilettes quelque part? Exactement. Aussi, tout ça, quoi. Et puis la position assise, en général, n'est pas sur du long terme. Voilà. Donc ça évite tout ça. Donc la visio, ça marche très bien. Donc on peut prendre rendez-vous soit avec moi par téléphone, soit sur mon site internet Sexologue Thérapeute Bordeaux, où du coup j'ai mon calendrier qui est mis à jour. Si les personnes n'osent pas me contacter directement, parce qu'il y en a qui préfèrent prendre directement rendez-vous, de booker le rendez-vous sans avoir à... Une première prise de contact. Voilà, ça dépend. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce contact-là, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc en fait, j'ai laissé toutes les options possibles pour que les gens se sentent le plus à l'aise dans leur prise de rendez-vous. Voilà. Super.
super. Donc je mettrai les liens. Ok. Alors, je ne le mettrai pas sur la vidéo, je pense, sinon ça me demande beaucoup de travail de montage, mais je ferai les liens en dessous du post, voilà, pour que les gens puissent cliquer ou en tout cas avoir le lien déjà sur Instagram, parce que c'est pas cliquable en général. Ok, super. Bon, on a fait un bon tour et je vais pas trop déborder pour pas te mettre en retard. En tout cas, je te remercie beaucoup, Céline, de m'avoir parlé de ton activité et aussi de ton parcours perso. Ça aide à sensibiliser et puis faire connaître aussi les professionnels qui accompagnent les femmes atteintes d'endométriose, c'est important pour moi. Je te remercie encore une fois d'avoir fait la démarche de me contacter. Ça me permet, comme tu viens de le dire, de pouvoir en parler, et plus on est nombreuses à en parler, donc là je me place du côté des patientes, et plus aussi on diffuse le fait qu'on a besoin de prise en charge spécifique et pas que purement médicale. Voilà. Et en même temps, voilà, je me place en tant que thérapeute en disant voilà, il existe des prises en charge qui peuvent faciliter l'acceptation, les conditions de vie pour mieux vivre et vivre avec cette pathologie en fait. C'est ça, apporter du confort déjà au quotidien, c'est déjà la première étape, quoi. Donc génial, super. Merci beaucoup Céline. Merci Gaëtan.